Bonjour à tous, merci de vous être connectés donc pour ce webinaire sur le sujet du pacte Dutreil, qui est un sujet donc assez technique qu'on va peut-être essayer de vulgariser un petit peu pendant ces 30-40 minutes passées ensemble. Tout d'abord, je vous propose donc je suis Linda Fadier, donc responsable du département juridique au cabinet Orcom. Donc le cabinet Orcom, en quelques secondes, quelques minutes, donc c'est 780 collaborateurs, 46 associés, donc experts comptables, commissaires aux comptes. Ça déroule un petit peu vite, excusez-moi. Une implantation nationale avec 4 marques qui sont Orcom, l'expertise comptable, l'audit, le conseil, Actiforce, donc c'est notre marque en matière de ressources humaines, Stratorial, donc qui concerne donc les collectivités locales, le secteur public, et notre petite dernière H3P, également de l'expertise comptable, de l'audit et du conseil, principalement qui vient compléter notre offre Orcom en ce qui concerne la modélisation financière et le secteur international. Alors, une implantation nationale, on l'a dit, donc vous retrouvez sur cette carte de France donc nos différentes implantations. Voilà, à l'international donc également. Donc nous sommes en Angleterre, nous sommes en Chine, nous sommes aux États-Unis. Donc voilà, ça s'affiche doucement. Voilà, alors excusez-moi, il faut le temps que la technique se mette en place. Voilà, une offre structurée, donc chez Orcom, une approche à 360 degrés. Donc nous pouvons intervenir donc pour un client dans divers domaines, que sont évidemment le conseil, l'expertise comptable, l'audit et le commissariat aux comptes, le juridique que je représente aujourd'hui, en droit fiscal également, la gestion de patrimoine et gestion privée, la paye et le conseil social, donc renforcé donc par notre filiale Actiforce, et la gestion des ressources humaines. On va rentrer dans le vif du sujet concernant le pacte Dutreil, parce que c'est pour ça que vous êtes connectés avec moi aujourd'hui. Le pacte Dutreil, donc c'est un sujet qui est assez technique. Ce que je disais, on va essayer de le vulgariser un petit peu. Le pacte Dutreil, donc les opérations qui peuvent faire l'objet d'un pacte Dutreil. On parle d'un pacte Dutreil transmission. Puisque en fait le pacte Dutreil, c'est un dispositif qui permet en fait de transmettre son entreprise donc à titre gratuit, j'insiste, par voie de donation ou par voie de décès, avec des droits de mutation très réduits. Donc, ça concerne la transmission de titres de société, donc d'actions ou de parts sociales de société. Et donc, c'est à travers l'article 787B du Code général des impôts que ce dispositif donc est réglementé. Et ça peut concerner aussi la transmission d'une entreprise individuelle. Voilà, donc on peut aujourd'hui, à travers le pacte Dutreil, transmettre son entreprise individuelle à moindre coût. J'avoue que ce régime-là, je n'ai jamais encore été en mesure de le mettre en place. Ça ne s'est pas présenté. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on parle plus précisément de la transmission de titres de société à travers l'article 787B. C'est ce qu'on rencontre le plus au quotidien. Donc, ce que je précise en ce slide, donc c'est un régime d'exonération partielle de droit de mutation, encore une fois, donc droit de mutation à titre gratuit. Donc, en fait, on ne peut pas utiliser le pacte Dutreil tout simplement pour céder des titres et limiter les droits d'enregistrement. Il faut que ça soit une donation ou alors une transmission par voie de succession. L'exonération, elle est connue sous le terme d'engagement Dutreil, engagement collectif Dutreil. Ce dispositif a fait l'objet de réformes successives. Il ne date pas d'hier, il a quand même quelques années. La première application, c'était janvier 2000. Donc, c'était uniquement au début pour les transmissions par voie de décès. Et puis ensuite, ça a été étendu, me semble-t-il, en 2004 aux transmissions par voie de donation en pleine propriété et en 2005, donation démembrée, donc usufruit nue propriété. C'est un dispositif qui fait l'objet de beaucoup de commentaires administratifs, de BOFIP, donc commentaires par l'administration fiscale, et de plus en plus de jurisprudence. Donc, quel est l'intérêt de souscrire un pacte Dutreil aujourd'hui? Alors, vous allez voir à travers un exemple chiffré un tout petit peu plus loin qu'il y a un réel avantage. Si on fait quelques rappels en matière de calcul droit de donation de succession,
Aujourd'hui, en cas de donation d'un bien ou de succession, si nous sommes en ligne directe, on applique un barème progressif avec un taux marginal à 45% pour une valeur de transmission qui est supérieure à 1,8 million. Comme nous sommes en ligne directe, on transmet à ses enfants, on applique un abattement en fait de 100 000 € sur la valeur du lot transmis. Hein, c'est un abattement de 100 000 € par enfant, par parent. Une fois qu'il est utilisé, on peut à nouveau l'utiliser 15 ans après. En cas de donation-succession entre époux, on applique de la même façon un barème fiscal qui est légèrement différent. On a toujours un taux marginal à 45% pour une valeur de transmission qui serait supérieure à 1,8 million. Et là, on a un abattement qui s'applique, mais qui est plus faible, qui est de 80 724 €. En cas de donation à un tiers, on sait tous que ça coûte très cher. Il y a un abattement qui est de 1 594 €, donc c'est assez ridicule, et on applique 55% sur la part nette taxable. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand on transmet des biens par voie de donation ou à cause de mort, les droits de mutation sont très importants. Donc, c'est ce qui a conduit aussi au dispositif Dutreil, c'est-à-dire que ça mettait en difficulté beaucoup d'entreprises qui finalement, pour être transmises, devaient vider un petit peu les caisses, distribuer les réserves et qui finalement finissaient par avoir des problèmes de trésorerie après pour leur fonctionnement au quotidien. Donc, un petit rappel aussi d'une réduction de droits qui existe, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez sur votre valeur transmise appliqué l'abattement et appliquer votre barème progressif, il en ressort un montant de droit de mutation à titre gratuit. Et derrière, vous avez la possibilité aujourd'hui, quand en fait vous donnez des titres de société sous le dispositif Dutreil, hein, ça c'est une condition, et que ces titres sont donnés en pleine propriété, et que le donateur est âgé de moins de 70 ans, vous avez également la possibilité de bénéficier d'une réduction de droits qui s'applique à la fin sur le montant calculé, et on divise par 2 le montant des droits. Un petit rappel aussi, hein, le barème fiscal, en fonction de, quand vous calculez, vous avez une transmission avec un démembrement de propriété, usufruit nue propriété. Pour calculer les droits d'enregistrement, il existe un barème fiscal en fonction de l'âge de l'usufruitier. Par exemple, donc un usufruitier qui aurait de 21 à 30 ans, la valeur de l'usufruit est de 80%, la valeur de la nue propriété 20%. Voilà, et on déroule dans le petit tableau que vous avez sous les yeux, donc les différentes valeurs d'usufruit. Donc derrière, quel est l'avantage finalement d'une transmission de titres de société sous pacte Dutreil? C'est que vous avez un abattement de 75% de la valeur des titres ou parts de sociétés transmis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous appliquez en fait vos droits de donation ou transmission à cause de mort sur 25% de la valeur des titres transmis. Donc forcément, on imagine que ça réduit considérablement la base taxable. C'est un abattement qui s'applique sans limitation de montant. Derrière, on vient de le dire, si vous êtes sous le dispositif Dutreil, si vous avez opté pour ce dispositif, vous pouvez bénéficier d'une réduction de droits de 50% qui s'applique à la fin, encore une fois, si le donateur a moins de 70 ans, si la donation est réalisée en pleine propriété et si elle est réalisée sous le pacte Dutreil, on l'a dit. Dans le cadre d'un pacte Dutreil, on peut transmettre des titres en pleine propriété, en nue propriété et en usufruit. Il est vrai qu'on verra un petit peu plus tard que quand vous transmettez des titres démembrés, les droits de vote de l'usufruitier doivent être aménagés. On ne peut pas donner tous les droits de vote à l'usufruitier. Il y a donc nécessité d'aménager les statuts de la société. Un petit exemple chiffré. Voilà, Monsieur Durand, 62 ans, il est veuf, il a 2 enfants. Il détient 80% des parts d'une société et ces 80% sont valorisés à 1 million d'euros. Ses enfants ont chacun 10% du capital social. Si on ne signe pas de pacte Dutreil aujourd'hui, donc on est dans le cadre d'une succession qui n'est pas préparée, la valeur des titres transmis, c'est 1 million d'euros. Donc ça correspond donc aux 80% détenus par monsieur. On a par enfant une part de 500 000 euros. Chaque enfant reçoit 500 000 euros. On n'applique donc pas l'abattement de 75% puisque la succession n'a pas été préparée. Dans ces cas-là, il n'a pas été signé donc de pacte Dutreil. On applique l'abattement légal. On imagine que les enfants n'ont pas bénéficié de donations dans les 15 dernières années. Donc, chacun bénéficie d'un abattement de 100 000 euros. La base taxable par enfant est donc la différence, 400 000 euros. Derrière, on applique le barème progressif et la réduction de droits n'est pas applicable puisque derrière, nous ne sommes pas sous le dispositif Dutreil. Le total à payer en matière de droits de mutation pour les 2 enfants serait de 156 388 euros. Ce qui représente 15,6%
en fait, de la valeur de la société transmise. Si on fait ce même calcul avec la mise en place d'un pacte Dutreil, on peut être donc dans le cadre d'une succession ou dans le cadre d'une donation, puisque le dispositif Dutreil s'applique en cas de donation et succession. La valeur des titres est toujours la même, 1 million d'euros dans les deux cas. La part par enfant, toujours la même, 500 000 euros. Là, vous retrouvez l'abattement de 75%. Vous allez donc abattre 75% sur les 500 000 euros. Derrière, vous appliquez également l'abattement légal de 100 000 euros, puisque vous transmettez à des descendants. Il vous reste une base taxable dans les deux cas de 25 000 euros. Le montant des droits par enfant est donc considérablement réduit, puisqu'il s'élève à 3 194 euros. Si vous comparez aux 78 194 euros, je pense qu'il n'y a pas forcément plus de commentaires à faire. La réduction de droits, elle est applicable, mais uniquement dans le cas de la donation. Dans ces cas-là, vous appliquez 50% sur le montant de 3 194 euros. Et vous vous retrouvez donc, dans le cas de la succession avec pacte Dutreil, à payer la somme de 6 388 euros de droits de mutation à titre gratuit. Dans le cadre de la donation, 3 194 euros. Donc, on voit toujours tout de suite à travers ce tableau donc l'intérêt de s'organiser donc à travers un pacte Dutreil. La première question à se poser quand on imagine transmettre les titres de sa société, donc à un moment donné à titre gratuit, encore une fois, on n'est pas dans le cadre des cessions. La première question à se poser, c'est est-ce que les titres de ma société sont éligibles au pacte Dutreil? Derrière, pour signer un pacte Dutreil sur des titres de société, il faut que les titres de la société soit dite opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle ait une activité industrielle, commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Ça, c'est la loi qui le dit. Vous avez une société d'exploitation en tant que telle, vous pouvez signer un pacte Dutreil donc sur les titres de cette société et bénéficier donc de la réduction de droits. Il y a possibilité d'exercer néanmoins une activité civile à titre accessoire. On peut très bien imaginer que vous ayez une société, qu'elle gère quelques titres de participation. À partir du moment où cette activité annexe est accessoire, vous pouvez totalement signer un pacte Dutreil sur les titres de votre société et exonérer la totalité donc de la valeur. Pas exonérer, pardon, appliquer l'abattement de 75% sur la totalité de la valeur des titres. Donc, on a bien compris que l'activité éligible doit être vraiment prépondérante. L'administration fiscale, pour cela, nous parle de 2 critères cumulatifs. Le chiffre d'affaires procuré par l'activité éligible, par le fonds de commerce, doit représenter au moins 50% du montant du chiffre d'affaires total. Et, je dis bien et, le montant de l'actif brut immobilisé doit représenter au moins 50% du total de l'actif brut. À partir du moment où vous remplissez ces 2 critères cumulatifs, vous pouvez donc signer un pacte Dutreil sur les titres de votre société. Donc là, nous parlons d'une société qui est vraiment une société opérationnelle, qui a une vraie activité commerciale. Derrière, vous allez me dire, mais moi, je détiens les titres d'une société holding, qui, elle, détient les titres d'une société opérationnelle. Le pacte Dutreil s'applique-t-il dans ce cas-là? La réponse est oui, à partir du moment où votre holding est dite animatrice. Qu'est-ce qu'une société, une holding animatrice? L'administration fiscale s'est prononcée, pas tant que ça. On attend depuis de nombreuses années une définition beaucoup plus développée de la holding animatrice et ça tarde à venir. Mais en tout cas, elle dit que ce sont des sociétés holding animatrices, des sociétés qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, participent activement à la conduite de la politique du groupe, au contrôle de ses filiales et rendent le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Donc voilà quelle est la définition aujourd'hui de la holding animatrice. Je conduis la politique du groupe, je contrôle mes filiales et à titre, on peut dire accessoire, je rends des services à mes filiales. Donc ça, vous êtes dans le cas de la société holding. Vous pouvez donc, à partir du moment où votre société holding remplit ces conditions, et qu'elle détient une société forcément opérationnelle ou plusieurs sociétés opérationnelles, vous pouvez signer un pacte Dutreil sur les titres de votre société holding, alors même qu'elle n'est pas directement une société commerciale. Dans ces cas-là, on considère que la holding animatrice devient quelque part la société opérationnelle dans le dispositif. Vous pouvez aussi vous retrouver dans un cas où en fait, le groupe est organisé un petit peu comme le schéma que je vous présente ici, c'est-à-dire qu'au-dessus de votre société opérationnelle, qui va donc être soit votre société commerciale
ou alors votre société holding animatrice, on peut retrouver une holding dite passive, donc qui n'est pas une holding animatrice, qui est une holding plutôt patrimoniale. On peut en retrouver une, holding passive 1, holding passive 2, on peut en retrouver plusieurs. Dans ces cas-là, est-ce qu'on peut signer un engagement collectif, puisqu'on vient de dire qu'on ne pouvait signer un engagement collectif que sur les titres d'une holding animatrice. Il est possible aujourd'hui, dans un tel schéma, de signer un engagement du trade. Comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, votre engagement collectif, votre engagement du trade, puisqu'on va voir que l'engagement du trade, ça passe par un engagement de conserver les titres. Vous allez les signer sur la société dite opérationnelle, qui est tout en bas du schéma, qui est donc soit, encore une fois, la société vraiment qui a une activité commerciale, ou alors votre holding animatrice. Cet engagement va être signé à cet endroit-là. Et qui va le signer? Ses associés, c'est-à-dire la holding passive 1, l'associé D, l'associé B. Ils vont signer donc un pacte du trade sur un engagement de conservation des titres sur la société opérationnelle et vous allez pouvoir, ces associés-là signataires vont pouvoir bénéficier du pacte du trade, mais également les associés qui finalement n'ont pas signé le pacte en direct, mais qui sont actionnaires de la holding passive. Par exemple, l'associé C n'est pas associé en direct de la société opérationnelle, donc n'a pas signé l'engagement collectif de conservation, mais pourra bénéficier du pacte du trade s'il venait à donner les 20% qu'il détient dans la holding passive. De la même façon, votre associé B pourra profiter du pacte du trade et transmettre sous ce dispositif les 40% qu'il détient dans la holding passive 2. Lui aura signé le pacte du trade, mais pourra bénéficier de ce dispositif à la fois pour les 10% en direct dans la société opérationnelle et les 40% dans la holding passive 2. Par contre, j'ai été un petit peu loin dans le schéma, j'ai prévu une holding passive 3. Sachez que la A ne pourra pas en bénéficier car le dispositif, il est limité, il est dans la limite de 2 niveaux d'interposition. Donc, voilà, si A avait été associé en direct de la holding passive 2, il aurait pu bénéficier du dispositif, ce qui ne sera pas le cas dans le schéma que je vous propose ici. Donc, la première question à se poser, c'est l'éligibilité des titres. Ça, c'est très important, notamment quand on se retrouve dans des groupes de sociétés. Il y a une vraie réflexion à mener en avant, en amont, pardon, avant même de passer à la rédaction de l'engagement collectif de conservation. Derrière, donc, les points de vigilance par rapport à ce qu'on vient de se dire. On peut avoir des sociétés qui ont une pluralité d'activités. L'activité civile ne doit pas être prépondérante, ça c'est très important et on a vu qu'il y avait des critères cumulatifs dictés par l'administration fiscale. Donc ça c'est très important d'y faire référence. Quant à l'éligibilité des titres, si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, on a dit que ça devait être une société qui a une activité commerciale, libérale, agricole, industrielle. On ne parle pas de société ayant un objet immobilier. Voilà. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas signer un pacte du trade sur une société civile immobilière qui loue des locaux nus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas un dispositif qui est fait pour la transmission de l'immobilier. Donc, il y a toute une stratégie par rapport à ça, parce qu'il y a néanmoins des possibilités indirectement de transmettre l'immobilier d'exploitation via un pacte du trade. Aujourd'hui, il est vrai que si vous isolez l'immobilier d'entreprise dans une structure à part entière, on ne pourra pas faire un pacte du trade dans cette structure. Par contre, si l'immobilier est à l'actif du bilan de la société, si vous respectez les critères cumulatifs, sous réserve quand même de bien lire la documentation de l'administration fiscale et ses évolutions au fil du temps, vous devez pouvoir, dans la limite tout dépend de la valeur de l'immobilier par rapport au fonds de commerce, mais à travers le pacte du trade, il y a quand même moyen en fait de faire entrer l'immobilier dans le dispositif. Tout dépend en fait du respect du critère cumulatif au-dessus. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à séparer l'immobilier de la société d'exploitation. C'est pas forcément le schéma idéal dans le cas du trade. Mais bon, après, on le fait aussi pour d'autres considérations. Donc le positionnement de l'immobilier dans le dispositif, ça va être une question qui va être analysée avec le client qui souhaite mettre en place un dispositif du trade. Attention à l'appréciation du caractère animateur de la holding. Ça, c'est un grand sujet, ça ne date pas d'hier. C'était un grand sujet
C'était quelque chose qui était regardé de très près par rapport à l'ISF, hein, qui a certes disparu aujourd'hui, mais ça, la notion de caractère animateur de la holding, je rappelle qu'aujourd'hui, c'est pas parce que votre holding rend des prestations de services à ses filiales qu'elle est animatrice. Ça, c'est accessoire, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On doit mettre en place une convention de prestation de services. C'est la première chose qui est demandée par l'administration fiscale en cas de contrôle, mais ça ne fait pas de votre holding une holding animatrice. L'important, c'est la réalité de l'animation. Qu'est-ce qui se passe dans les faits, hein? Qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est l'appréciation dans le temps également. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous restructurez votre groupe, que vous positionnez une holding au-dessus de vos filiales et que vous vous dites à cet instant T, j'en fais une animatrice, certes, mais elle n'a pas de passé d'animatrice. Donc, dans ces cas-là, il serait dangereux de faire un pacte du trail et de donner immédiatement sous le dispositif du trail. Il faut que votre holding ait eu un passé d'animatrice. Attention pour cela à bien documenter votre animation. Aujourd'hui, il est nécessaire, quand vous êtes dans le cadre d'un groupe de société avec une holding animatrice, de documenter. Vous avez un conseil d'administration, un comité de direction, il prend les décisions stratégiques pour le groupe, il faut l'écrire, il faut formaliser ces réunions. C'est très important. Dans les rapports de gestion de la holding, comme dans les rapports de gestion des filiales, il est important d'écrire que c'est la holding qui définit les orientations stratégiques et que les filiales appliquent les décisions prises par la holding. C'est très, très important, la documentation de cette animation. Hein, outre la convention de prestation de services. Et je l'ai rappelé en dessous, je rappelle le caractère subsidiaire des prestations de services aujourd'hui. Voilà, c'est un point important, mais ça reste subsidiaire. Hein, l'administration fiscale ne dit pas aujourd'hui, vous facturez des prestations, vous êtes donc une holding animatrice. Je rappelle que la charge de la preuve incombe au contribuable. Hein, et que il y a nécessité, en tout cas il est fortement conseillé de constituer un dossier précontentieux, hein, notamment quand vous mettez en place un pacte du trail sur les titres d'une société animatrice. On sait qu'on peut avoir des questions, donc il faut mieux constituer un dossier que l'on garde et que l'on pourra ressortir s'il y a des questions de l'administration fiscale. Vous pouvez vous retrouver aussi dans le cas d'une holding dite mixte, hein, dont sa seule activité n'est pas d'animer le groupe. On peut imaginer une holding qui détient finalement quelques titres dans des sociétés qu'elle n'anime pas. Hein, ça peut arriver. Elle peut aussi avoir, outre son activité d'animation, gérer des valeurs mobilières. Dans ces cas-là, peut-on appliquer le pacte du trail? Peut-on dire que finalement la société est animatrice? L'animation, encore une fois, ça doit constituer l'activité principale. Si vous arrivez à prouver que son activité principale, c'est l'animation de ses filiales, derrière, vous pourrez appliquer le pacte du trail. Hein. Et l'administration fiscale, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle retient comme critère? Le critère de l'actif brut. La participation de cette holding dans la filiale opérationnelle, donc dont les titres sont éligibles, doit représenter au moins 50% de l'actif. Attention, on calcule ça à partir des valeurs vénales. Hein. Donc voilà. Et pour déterminer si la holding dite mixte, hein, qui a bien, pour activité principale l'animation, bah, c'est la méthode du faisceau d'indices. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que la méthode du faisceau d'indices? Ben, c'est vrai que dans de nombreux cas de jurisprudence, il y a une convention de prestation de services, certes, mais finalement, ce qui est important, c'est la composition du conseil d'administration de la société mère, les responsabilités juridiques qui sont prises par la société mère, les frais engagés pour animer les filiales. En fait, on regarde un petit peu la pratique habituelle des dirigeants, leur rôle au quotidien. Voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on va pouvoir dire que la holding est bien une holding animatrice. Le cas de la société interposée, on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, hein, nous sommes dans le cas où la société opérationnelle est détenue par une ou plusieurs holdings passives, en tout cas 2. Hein. Faire attention parce que dans un cas comme ça, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, elle est quand même limitée. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique, quand vous allez donner les titres de la société interposée, de celle qui est tout en haut, qui est donc une holding passive, vous allez donc, ces titres valent par exemple 1 million d'euros, vous n'allez pas appliquer forcément les 75% sur les 1 million d'euros. Hein. C'est-à-dire que derrière, dans le cadre de l'interposition de société, les droits de mutation à titre gratuit ne sont calculés qu'à concurrence, enfin le dispositif, pardon, n'est appliqué qu'à concurrence de la quote-part de la valeur représentée par la société opérationnelle. Hein. Donc si à l'actif du bilan de votre société
holding passive, vous avez autre chose que les titres d'une société opérationnelle, donc éligible, il va y avoir un prorata qui va être fait. Hein, d'accord? Donc, c'est ce qu'on indique dans le point 2. Il n'y a pas d'exonération à proportion des actifs qui ne sont pas des titres de participation dans la société opérationnelle. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut, dans un cas de société interposée, en fait, l'assiette exonérée est moins importante que finalement dans une holding animatrice en direct. Mais par contre, il est vrai qu'aujourd'hui, il faut vraiment réussir à prouver qu'on est à la tête d'une holding animatrice. Ça reste quand même un grand sujet aujourd'hui. Donc, soit on se retrouve dans le cas de la société interposée un petit peu par sécurité, parce que dans ces cas-là, on admet que la holding est une holding pure, mais on réduit finalement la possibilité d'exonérer la valeur transmise. Soit on est dans le cas d'une société animatrice, l'assiette exonérée, donc finalement, est plus importante, mais il faut réussir à bien prouver que la holding est animatrice. Dans le cas d'une société interposée, donc le schéma que nous avons un petit peu complexe, nous avons vu tout à l'heure, il y a un inconvénient, c'est que les participations doivent rester inchangées entre les sociétés à chaque niveau d'interposition. Votre holding passive 2 détient une participation dans la holding passive 1, elle doit rester inchangée pendant toute la durée du dispositif. La holding passive 1 détient sa participation dans la société opérationnelle, elle doit rester inchangée pendant toute la durée du dispositif. Voilà, ça reste dans le cadre de la société interposée, qui est un schéma un petit peu plus complexe, mais que finalement on rencontre quand même aujourd'hui beaucoup, hein, puisque les chefs d'entreprise se préparent à la transmission de leur entreprise et créer des holdings patrimoniales. On se retrouve dans ce genre de schéma, donc il faut être d'autant plus vigilant dans le cadre du pacte Dutreil. Donc, si on résume un petit peu le chapitre, avant de mettre en place un pacte Dutreil, on s'assure de l'éligibilité des titres au dispositif. Très, très important, c'est la première chose à voir avec votre conseil sur le sujet. Est-ce que les titres sont éligibles? Surtout quand on est en présence de holdings et de sociétés qui ont des activités mixtes. Attention, parce que les titres doivent être éligibles pas seulement au moment de la signature du pacte Dutreil, mais pendant toute la durée du pacte Dutreil, c'est-à-dire 6 ans minimum. Il est nécessaire, quand on est dans le cadre, enfin dans tous les cas d'ailleurs, mais surtout dans le cadre comme ça d'un montage un petit peu complexe, de s'entourer des conseils d'un professionnel qui va maîtriser ces sujets, et notamment la notion de holding animatrice, on y revient encore et toujours. Hein. Voilà. Et puis, ça nécessite vraiment, avant de mettre en place un pacte Dutreil, pour répondre à l'éligibilité des titres, il peut être nécessaire de bien anticiper et d'envisager une restructuration, peut-être du groupe, une réorganisation en tout cas préalable à la mise en place du pacte Dutreil pour se retrouver dans un schéma qui est bien éligible en toute sécurité. Alors, comment ça marche un pacte Dutreil? Parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais finalement, comment ça fonctionne? Une fois que vous avez vérifié que les titres de votre société étaient éligibles, dans ces cas, ça va passer derrière par deux choses. La signature d'un engagement collectif de conservation des titres, donc pendant 2 ans, qui sera suivi ensuite d'un engagement individuel de conservation des titres de 4 ans. Si donc avant la transmission, on signe donc un engagement collectif de conservation des titres. Je dis bien un engagement collectif. Qui dit collectif dit au moins 2 signataires, même si on va voir qu'après, la loi de finances 2019 a finalement permis de signer tout seul. Mais on va voir. On signe un engagement collectif de conservation des titres, hein, qui doit être en cours au moment où vous envisagez votre transmission, votre donation, si on prend l'exemple de la donation. Donc, la signature de l'engagement, elle a lieu par le donateur ou le défunt. Il s'engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés. On parle d'un engagement collectif. Donc, signature par au moins 2 associés. On peut très bien faire signer une personne morale. On l'a vu tout à l'heure dans le cadre du schéma avec la société interposée. On a bien la société interposée qui va signer l'engagement collectif avec des personnes physiques. Si vous êtes dans le cadre de titres démembrés, vous devrez faire signer à la fois l'usufruitier et le nu propriétaire sur les titres. Il y a toujours la possibilité de faire rentrer un nouvel associé, alors même que l'engagement collectif est déjà signé. On peut imaginer demain, on fait rentrer un nouvel associé qui veut bénéficier du dispositif. Hein. Mais dans ces cas-là, il faut savoir que l'engagement que vous avez signé initialement sera prorogé de 2 ans. Donc, ça repousse d'autant. Donc, on peut plutôt préconiser dans ces cas-là que cette personne qui veut bénéficier du dispositif signe un autre pacte Dutreil. Hein. On peut très bien signer un engagement collectif, plusieurs engagements collectifs sur les mêmes titres de société. Ça ne pose aucun problème. On peut imaginer dans une société 2 personnes qui, à un moment donné,
veulent donner à leurs enfants les titres de la société, mais à un moment différent, on peut très bien imaginer la signature de 2 engagements collectifs. L'associé A engage ses titres et signe l'engagement collectif avec l'associé B, par exemple, qui n'engage qu'un titre, et inversement. Chacun pourra, au moment où il souhaite faire sa donation, sortir l'engagement collectif qui le protège et dont il pourra bénéficier. Donc l'engagement collectif, il peut être établi sous seing privé ou par acte authentique. Chez le notaire, on peut très bien signer un engagement collectif, je dirais même le jour même de la donation. Il faut qu'il soit en cours au moment de la donation. Et il fait l'objet donc d'un enregistrement aux impôts, mais au tarif des actes innommés, c'est pas très important, à 125 €. Par contre, l'enregistrement en elle-même est très important, c'est le montant qui ne l'est pas forcément, qui ne l'est pas. On signe cet engagement collectif, il a une durée minimum de 2 ans. Encore une fois, il doit être en cours au moment de la transmission, c'est très important. Donc, vous pouvez très bien le signer bien en amont, à partir du moment où il est toujours en cours, au moment où vous transmettez. Donc, il peut avoir été signé il y a 6 ans, à partir du moment où il s'est renouvelé par tacite reconduction, il est bien toujours en cours au moment où vous donnez, et donc vous pouvez toujours tout à fait l'utiliser, même s'il a été signé depuis un petit moment. Le délai de 2 ans est court à compter de l'enregistrement du document si c'est un acte sous seing privé et à compter de la date de l'acte authentique si vous l'avez signé chez votre notaire. Alors, sur quoi doit porter cet engagement? Il ne doit pas porter sur 100% du capital de la société. Alors, évidemment, si vous voulez donner 100% du capital de la société, il va falloir engager 100% des titres. Mais il doit porter au minimum sur, alors depuis le 1er janvier 2019, quand vous allez voir, quand j'ai mis un petit nouveauté 2019, c'est que la loi de finances 2019, en fait, a modifié les choses. Il faut savoir que la loi de finances, pourquoi on parle beaucoup du pacte, on reparle beaucoup du pacte Dutreil, c'est parce que c'est un dispositif qui est très, très intéressant dans le cadre de la transmission d'entreprise, mais qui a été ouvert par la loi de finances 2019. Elle a prévu de nouvelles possibilités dans le cadre de ce dispositif. Donc, depuis le 1er janvier 2019, vous, quand vous êtes une société non cotée, vous devez engager dans le pacte Dutreil au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote. Avant, c'était 34% du capital. Aujourd'hui, donc, vous pouvez très bien en fait engager des titres sur lesquels vous avez des droits différenciés, droits financiers, droits aux dividendes, des droits de vote. Ce qui est important, c'est que les titres qui sont engagés dans le pacte Dutreil représentent bien 17% aux droits à dividendes et 34% des droits de vote. Si on est dans une société non cotée. Ensuite, vous avez aussi des quotas différents si vous vous retrouvez dans une société cotée. Donc, pour les dispositifs qui sont déjà en place, c'est 34% du capital. Droit de vote ou droit financier. D'ailleurs, l'administration fiscale admettait que ça ne soit pas cumulatif. Donc, voilà, vous engagez donc au moins cette quotité dans le pacte Dutreil. La deuxième condition, l'un des signataires de l'engagement collectif doit être dirigeant de la société dont les titres sont engagés pendant toute la durée de cet engagement collectif de 2 ans de façon continue et effective. Donc, les signataires sont donc des associés et l'un d'entre eux, au moins, doit être dirigeant. Ça, c'est très important et pendant toute la durée de l'engagement collectif. Ça veut dire quoi être dirigeant? Quand on est une société à l'IS, ses fonctions, il y a une liste limitative qui est dans le Code général des impôts, article 975. Gérant des SARL ou de société en commandite par action, président, directeur général délégué, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par action. Voilà, c'est précis. Pour une société de personnes, donc soumise au régime de l'impôt sur le revenu, la personne qui s'engage, donc, ça doit constituer son activité professionnelle principale. Là, on ne parle pas de mandat social, on parle d'activité professionnelle principale. Il peut y avoir un pépin à un moment donné, un dirigeant qui démissionne, un décès. Vous avez la possibilité d'un changement de dirigeant néanmoins au cours de l'engagement. L'administration fiscale admet une vacance de 3 mois en cas de changement de direction. Mais donc, bien faire attention, donc cette deuxième condition, l'un des signataires de l'engagement collectif donc, doit être dirigeant de la société. Pour éviter un décès, je dirais, un petit peu subi, forcément, derrière, on a tout intérêt à ce que ceux qui s'engagent dans le pacte, enfin, parmi les personnes s'engageant dans l'engagement collectif, on ait plusieurs dirigeants. Ce qui permet en cas de décès ou en cas de démission de toujours remplir les conditions liées à la fonction de direction. Donc, vous avez un petit schéma ici de l'engagement collectif de conservation des titres.
hein. Donc, vous avez le T, là, la transmission qui intervient ici. Donc, la transmission, elle doit intervenir dans les 2 ans. Dans les 2 ans, vous devez signer votre engagement collectif, hein, qui dure 2 ans. Et pendant ces 2 ans, intervient donc la transmission, hein. Et on a dit donc EC, engagement collectif de conservation, et donc les fonctions de direction qui doivent être exercées au moins par un des signataires, donc pendant ces 2 ans-là. Nous verrons ensuite les conditions liées à la deuxième étape qui est l'engagement individuel, parce qu'il y a à nouveau une fonction liée à la direction de l'entreprise une fois celle-ci transmise, hein. Donc, sur les engagements collectifs de conservation, on peut très bien signer un engagement collectif de conservation et ne jamais l'utiliser, hein. Aujourd'hui, on peut se dire, tiens, je m'imagine dans quelques années transmettre, peut-être, j'ai besoin encore d'y réfléchir, j'ai besoin finalement d'étudier les choses de façon un petit peu plus large. Bon, on peut très bien signer à titre préventif un engagement collectif de conservation à partir du moment où on l'a bien rédigé et on a prévu que on a bien, je dirais, fait attention à la durée de cet engagement collectif, puisque je rappelle que pour qu'il puisse être utilisé, il faut qu'il soit en cours au moment de la transmission, hein. Ça permet un engagement collectif de conservation. Je rappelle que c'est en cas de donation, donc là c'est transmission volontaire, mais ça peut être utilisé dans le cadre d'un décès accidentel. Donc, dans ces cas-là, il y a tout intérêt à avoir anticipé et à avoir signé un engagement collectif de conservation. On verra un petit peu plus tard, quand je vous parle d'ores et déjà du réputé acquis, c'est qu'il y a moyen quand même de bénéficier du dispositif si finalement on a été moins prévoyant. Derrière, si on remplit certaines conditions, mais qui sont quand même assez draconiennes, assez importantes, on peut bénéficier de ce qu'on appelle un engagement réputé acquis, donc qui ne nécessite pas d'avoir prévu préalablement un écrit, mais les conditions sont quand même, il y a des conditions supplémentaires qui font que il est mieux de signer préalablement un engagement collectif et d'anticiper, hein. On peut très bien signer plusieurs pactes sur les mêmes titres. Encore une fois, on s'est déjà nous retrouvé dans des cas où on avait une entreprise qui était co-dirigée, par exemple par 2 frères. Chacun envisageait à un moment donné de donner à ses enfants, pas forcément au même moment. On signe 2 engagements collectifs. Il y a absolument, ça ne pose aucun problème. On peut engager les mêmes titres dans 2 engagements différents, hein. L'intérêt d'engager plusieurs dirigeants, on l'aura compris, hein, comme on doit respecter scrupuleusement la condition de la direction de la société, il est mieux que parmi les signataires, il y ait plusieurs dirigeants, hein. Et la durée, attention, hein, ça, tout rédacteur d'un pacte Dutreil sera très attentif à la durée du pacte Dutreil, encore une fois, parce que je me répète un petit peu, mais parce que celui-ci doit bien être en cours au moment où vous envisagez votre transmission. Donc là, on a envisagé ensemble l'engagement de conservation des titres pluripersonnels, collectifs. La loi Finances 2019 a ouvert la possibilité, finalement, de signer un engagement qu'elle appelle toujours un engagement collectif, mais par une seule personne, hein. Donc, on parle d'engagement collectif unipersonnel. C'est un petit peu bizarre, si je puis me permettre, mais bon, c'est comme ça qu'il est mentionné dans la loi. Donc, l'engagement, finalement, aujourd'hui, peut être pris. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est pour tous les engagements qui sont pris à compter du 1er janvier 2019. L'engagement peut être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants droit à titre gratuit, si elle détient l'intégralité des titres de la société. Ah oui, avant, finalement, comme on ne pouvait signer un engagement, l'engagement était forcément collectif, donc qui dit 2 personnes qui s'engagent, ça veut dire que finalement, quand on était titulaire de 100% du capital de sa société, dans le cadre d'une URL ou dans le cadre d'une SAS unipersonnelle, on avait, alors, pas la possibilité de bénéficier du dispositif Dutreil, c'est pas tout à fait la vérité, parce que on a dit tout à l'heure qu'il y avait moyen de bénéficier du dispositif Dutreil dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle. Il était donc admis que le régime applicable aux entreprises individuelles puisse être appliqué sous certaines conditions aux EURL, hein, aux SARL à associés uniques, ou en tout cas aux SAS unipersonnels, hein. Mais en attendant, aujourd'hui, il est tout à fait possible de signer un engagement collectif seul à partir du moment où on détient 100% du capital de la société, ou si je détiens seul une quotité de titres suffisante. Vous vous rappelez, hein, tout à l'heure, donc la quotité de titres, hein, qui doivent être engagés au minimum pour que on puisse bénéficier du Dutreil. Si tout seul, vous êtes associé d'une structure, vous êtes plusieurs associés, si vous pouvez vous respecter à vous seul la quotité de titres que l'on a vu tout à l'heure, vous pouvez très bien signer un pacte Dutreil seul, hein. Par contre, dans ces cas-là, vous êtes le seul à pouvoir respecter la condition de direction. Voilà.
Ça, derrière, s'il y avait un souci quelconque, si vous étiez obligé, si le chef d'entreprise était obligé de quitter la direction de l'entreprise, ça poserait problème. C'est vrai que là, on se dit que finalement, signer un engagement collectif permet d'engager plusieurs dirigeants et d'éviter ce souci-là. Hein. Et on a vu le cas de l'interposition de sociétés, de cette possibilité finalement de signer donc un pacte du trade avec des sociétés passives. Ça devrait pouvoir s'appliquer dans le cadre du dispositif unipersonnel. Je dis devrait pouvoir s'appliquer parce que vous imaginez bien que ce dispositif tout nouveau donc date il y a 4 mois, et que derrière, on attend quand même des commentaires de l'administration fiscale pour l'appliquer dans des cas bien particuliers, comme dans le cas de la société interposée. Mais aujourd'hui, à la lecture du texte, ça semble pouvoir s'appliquer donc à ce cas-là. Donc finalement, en termes de schéma, on se retrouve dans le même que celui de tout à l'heure, c'est-à-dire on parle alors d'engagement collectif, individuel, en tout cas qui doit être en cours au moment où vous opérez la transmission, la donation. Et de la même façon, vous devez donc, vous, signataires, exercer les fonctions de direction pendant toute la durée de l'engagement collectif. Donc, qu'est-ce qu'on en pense, nous, Orcom, de cet engagement de conservation unipersonnelle? Donc, il peut être utilisé à titre principal ou subsidiaire dans les sociétés, notamment familiales, dans lesquelles plusieurs associés remplissent à eux seuls les conditions. On peut imaginer, on en parlait tout à l'heure, d'une société avec une codirection de frères qui ont la moitié du capital chacun et qui ne veulent pas être dépendants l'un de l'autre et qui signent chacun de leur côté un engagement collectif, unipersonnel, pour pouvoir bénéficier de façon libre du dispositif du trade quand ils le souhaiteront. Il y a possibilité donc désormais pour une holding animatrice qui détient 100% du capital d'une filiale opérationnelle de souscrire un tel engagement. Avant, ce n'était pas possible. Quand vous étiez dans une détention à 100%, une holding animatrice qui donc présente des titres éligibles, qui détient 100% du capital d'une filiale opérationnelle, on ne pouvait pas signer un engagement collectif. Le fait de pouvoir signer un engagement unipersonnel, ça permet d'éviter une situation de dépendance entre les signataires d'un engagement collectif. Parce que quand on s'engage collectivement, il ne faut pas bouger. C'est-à-dire que chacun s'engage, je dirais, à conserver les titres qu'il a soumis, qu'il a fait entrer dans cet engagement. Et donc, si un des signataires cède ses titres, il fait tomber l'engagement collectif pour finalement l'autre associé. Donc, c'est vrai que l'engagement unipersonnel permet d'éviter d'être dépendant finalement du co-signataire. À l'inverse, on l'a vu, ça veut dire que le signataire, il est seul à pouvoir respecter les conditions de direction. Si demain il y a un empêchement, on fait tomber, ça fait tomber donc l'engagement collectif et il ne pourra pas bénéficier dans le cadre d'une donation éventuelle du dispositif du trade. Il y a une possibilité aujourd'hui, quand on n'a pas anticipé, de pouvoir néanmoins bénéficier du dispositif du trade et donc de pouvoir transmettre encore une fois à titre gratuit les titres de sa société. Alors même, donc, on n'a pas mis en place cet engagement écrit. Voilà, on n'y a pas pensé, on ne nous en a jamais parlé, on ne sait pas ce que c'est. Derrière, arrive le moment où on veut donner des titres de société. À partir du moment où le donateur détient ces titres depuis 2 ans au moins, il les détient seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire. Ça, c'est nouveau, le concubin notoire. C'est une notion qui a été introduite par la loi de finances pour 2019. À partir du moment où il est dans cette configuration-là, donc on a quand même un cercle restreint ici. Je rappelle qu'il faut qu'il les détienne seul. Alors, quand je dis les titres, c'est toujours, sont toujours exigés les seuils évoqués tout à l'heure, les 17%, les 20%. Ça, c'est sûr. Mais à partir du moment où il va respecter cette condition de détention, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire. Et donc, on va pouvoir bénéficier du dispositif du trade. Donc, les titres en question doivent dépasser les seuils de détention exigés dans le cadre de l'engagement collectif. On est toujours sur les mêmes seuils de détention. La deuxième condition, c'est qu'un des détenteurs des titres, donc parmi la liste qui est ici, exerce depuis plus de 2 ans, donc depuis 2 ans au moins, à la date de la transmission, son activité professionnelle principale dans l'entreprise ou une fonction de direction. Donc, il y a quand même, dans le cadre d'un réputé acquis, cette condition de 2 ans. On doit détenir depuis au moins 2 ans les titres, avec son cercle familial restreint. Donc, on doit dépasser les seuils de détention et on doit diriger l'entreprise depuis au moins 2 ans. Si on constate ça au moment de la transmission, on peut bénéficier du dispositif du trade sans avoir signé d'engagement préalable.
L'avantage de l'engagement réputé acquis, c'est qu'on passe tout de suite dans la phase d'engagement individuel, c'est-à-dire qu'on gagne 2 ans, hein, puisque ici, on n'a pas à conserver collectivement les titres pendant 2 ans. On passe tout de suite dans l'engagement individuel, hein, qui est sur la tête donc, des bénéficiaires de la donation et qui dure 4 ans. Donc, on économise 2 ans. Donc, si on a l'objectif de mettre en place un dispositif Dutreil à titre préventif, c'est-à-dire vraiment de transmettre une partie des titres à ses enfants avec l'objectif dans 5-6 ans de finalement transmettre l'entreprise à un tiers, c'est vrai que le réputé acquis permet quand même de réduire la durée d'engagement de conservation des titres. Donc ça reste une possibilité. Voilà, on verra qu'il y a quelques petits inconvénients par rapport, encore une fois, à la mise en place d'un engagement collectif de conservation qui, certes, impose une conservation de 6 ans, mais permet d'éviter quand même l'application de quelques conditions du réputé acquis qui peuvent poser problème, finalement. Alors donc, le réputé acquis, on peut imaginer qu'au jour de la donation, on est signé finalement un engagement collectif il y a 2 ans ou 1 an. On a signé un engagement collectif, on l'a enregistré, on l'a dans le tiroir de son bureau. Et finalement, derrière, le jour de la donation, on se dit que j'ai tout intérêt à me placer sous le régime du réputé acquis puisque je réponds aux conditions. Donc, dans ces cas-là, l'engagement collectif de conservation aura été signé pour rien, certes, mais ça ne pose aucun problème. Donc, d'où l'intérêt, encore une fois, de se poser la question aujourd'hui de signer un engagement collectif à titre préventif. On n'est pas obligé de l'utiliser derrière et on peut très bien se placer sous le régime du réputé acquis. L'avantage, le premier avantage, c'est l'économie de l'engagement collectif de 2 ans. Ça, je pense que c'est le premier avantage du réputé acquis. On peut appliquer le réputé acquis depuis la loi de finances 2019 dans le cadre d'un schéma d'interposition, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Par contre, si vous faites votre donation, vous aviez signé un engagement collectif, vous vous dites non, je ne l'utilise pas, je me place sous le régime du réputé acquis au moment où vous allez chez votre notaire pour faire votre donation, c'est irrévocable. Vous ne pourrez pas derrière, si on s'aperçoit qu'une des conditions n'était pas remplie, on ne pourra pas dire ah attention, j'avais un engagement collectif, je le sors. Non, c'est trop tard. Vous vous êtes placé sous le régime du réputé acquis, votre décision donc est irrévocable. L'inconvénient, entre guillemets, en tout cas la condition supplémentaire qui n'est pas toujours facile à respecter, c'est que le donataire, donc je dis bien le bénéficiaire de la donation, doit exercer une fonction de direction. Si vous vous rappelez, dans le cadre de l'engagement collectif, c'était un signataire du pacte qui devait donc exercer une fonction de direction. Demain, un des bénéficiaires de la donation doit exercer la fonction de direction. Donc, forcément, si vous donnez des titres à un de vos enfants, l'un d'entre eux devra donc accepter un mandat social dans l'entreprise. Ça, c'est une des, on va dire que c'est une condition qui n'est pas toujours facile à respecter dans les réputés acquis. Donc, il y a du pour, il y a du contre en fonction des situations, mais on s'aperçoit quand même que quand on a anticipé avec un engagement collectif, ça évite un certain nombre quand même de sujets. Et enfin, il existe l'engagement post-mortem. Donc là, comme son nom l'indique, ce n'est pas un engagement qui est un dispositif qui est utilisable en cas de donation de titres, mais uniquement en cas de décès. C'est-à-dire qu'en cas de décès, les titres de société transmis n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation. Voilà, il y a un décès du jour au lendemain, on n'a pas anticipé, on n'a pas signé engagement collectif. On a encore la possibilité d'utiliser, donc de soumettre cette transmission au pacte Dutreil, au dispositif Dutreil, si un ou des héritiers sont autorisés, conclus ensemble ou avec d'autres associés dans les 6 mois suivant le décès, un engagement collectif de conservation. Donc il y a cette possibilité aujourd'hui. Le décès arrive. On n'a pas signé d'engagement collectif de conservation des titres, on peut bénéficier de l'engagement dit de conservation dit post-mortem. Donc là, ça veut dire qu'il faut bien s'entendre avec souvent il y a de l'indivision quand il y a une succession, donc il faut bien s'entendre avec les co-indivisaires, voire avec d'autres associés de la structure, puisque derrière, il faut signer donc un engagement collectif. Donc, qui dit collectif dit signature d'un engagement avec plusieurs personnes. Et derrière, ces signataires doivent respecter les mêmes conditions relatives à la durée, donc de 2 ans, au seuil de détention, on a vu tout à l'heure, et à l'exercice de la fonction de direction. Voilà. Donc sachez qu'il reste cette possibilité si on n'a pas anticipé les choses en cas de décès donc non subi.
Voilà, donc ça, on parle de l'engagement post-mortem. Donc ça permet de gérer une situation subie, un décès accidentel par exemple. Alors c'est vrai qu'on a pu voir des cas où c'était un peu compliqué à mettre en œuvre en cas d'indivision parce que ça nécessite l'accord des héritiers indivis. Donc c'est pas toujours évident. Et je rappelle que les engagements doivent tenir pendant au moins 2 ans. Donc voilà, à partir du moment où on signe cet engagement, il faut savoir à quoi on s'engage. Derrière, faut qu'il y ait accord entre les héritiers ou avec les autres associés, voilà, qui ont signé l'engagement. Et dans un cas comme ça, on peut imaginer que le réputé acquis est plus facile à mettre en œuvre. Derrière, à partir du moment, parce qu'on peut imaginer dans le cas d'un décès subi, mettre en place un réputé acquis et ne pas utiliser le cas du post-mortem. Par contre, je rappelle que dans le réputé acquis, il y a des conditions préalables, des seuils de détention depuis 2 ans, exercice de la fonction de direction depuis 2 ans. Et puis, on rappelle que le bénéficiaire de la transmission, un des bénéficiaires de la transmission doit exercer donc une fonction de direction. Voilà. Donc, il y a 4 possibilités aujourd'hui pour bénéficier du dispositif Dutreil. L'engagement collectif en tant que tel, on signe un engagement collectif de conservation, on est plusieurs à le signer. Un engagement finalement unipersonnel, on respecte les conditions seules et donc on n'est pas dépendant des autres et on signe néanmoins un document. Il y a nécessité de signer un document, de l'enregistrer, on l'a dit sous seing privé ou authentique. On a dit le réputé acquis à partir du moment où on respecte les conditions. Dans ces cas-là, tout va se passer dans l'acte de donation ou la déclaration de succession. Il n'y aura pas d'acte, on n'exigera pas de vous de produire un acte préalable qui était enregistré donc auprès des impôts ou après l'engagement post-mortem. Et là, ça va se passer lors du règlement de la succession chez le notaire. Donc ça, c'était la première phase, c'était l'engagement collectif. Derrière, une fois que l'engagement collectif donc est terminé, à l'issue des 2 ans, il y a un engagement individuel de conservation des titres qui est pris par le bénéficiaire de la transmission. Vous avez signé un engagement collectif de 2 ans. Pendant cet engagement collectif, vous avez fait votre donation. On attend la fin de l'engagement collectif des 2 ans. Et à partir de ce moment-là, le bénéficiaire de la donation, donc votre donataire, devra s'engager lui-même à conserver les titres pendant 4 ans. Les titres qui lui auront été donnés. Donc, c'est une durée de 4 ans qui court à compter de la fin de l'engagement collectif. En cas de réputé acquis, on l'a vu tout à l'heure, il court dès le jour de la transmission. Si vous faites une donation sous le réputé acquis, les 4 ans démarrent. Donc, il y a un engagement finalement individuel de 4 ans et les titres redeviennent disponibles, entre guillemets, au bout de 4 ans. Si vous êtes dans un vrai engagement collectif suivi d'un engagement individuel, les titres redeviennent disponibles au bout de 6 ans. Donc, d'où l'intérêt quand même de bien anticiper ces opérations en fonction de ce que l'on souhaite faire les titres de l'entreprise. Voilà. Si on souhaite la céder à un tiers, si on souhaite la transmettre à un enfant, voilà. C'est vraiment quelque chose qui s'anticipe. C'est pas le jour où on a envie de donner des titres que l'on se pose la question finalement du pacte Dutreil. On peut encore se la poser, on l'a vu, mais il y a tout intérêt, je dirais, à bien anticiper. Donc voilà. Dans le cadre de l'engagement individuel, on se place donc dans les 4 ans de la transmission. L'un des signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission doit être dirigeant de l'entreprise encore 3 ans. Donc on a dit que l'un des signataires de l'engagement collectif pendant toute la durée de l'engagement collectif devait être dirigeant. Deuxième condition quant à la direction de l'entreprise, l'un des signataires d'origine ou l'un des bénéficiaires, par exemple l'un des donataires, doit diriger l'entreprise pendant 3 ans, les 3 ans qui suivent la date de la transmission. Donc voilà. Donc vous voyez que c'est un dispositif, finalement ce dispositif Dutreil, il fait l'objet que de 2 articles dans le code général des impôts, mais derrière il y a quand même beaucoup de conditions à respecter quant à la détention du capital, quant à l'éligibilité des titres, quant à l'exercice des fonctions de direction. Mais on a vu quand même que ça pouvait valoir, ça valait vraiment le coup de réfléchir à la mise en place de ce dispositif au regard de l'économie droit de mutation que cela apportait.
Les cas de remise en cause du dispositif Dutreil, parce qu'on imagine bien que ce dispositif présente quand même un intérêt certain, on l'aura compris, donc il est quand même évidemment regardé par l'administration fiscale. Donc les cas de remise en cause, ben, si demain finalement on vous disait que les titres de votre holding que vous avez engagés dans un pacte Dutreil ne sont pas éligibles, votre holding n'est pas animatrice, dans ces cas-là, ça remettrait évidemment en cause le pacte Dutreil. Alors, pour répondre je prends juste une seconde pour répondre à une question de Ludovic qui demande si obligatoirement de la donation doit être faite vers les enfants. Non, on peut très bien imaginer ce dispositif dans le cadre d'une donation à un tiers, tout à fait. Nous, on a eu à l'étudier dans le cadre pour un chef d'entreprise qui envisageait de donner des titres à un salarié. Voilà, donc pour répondre à la question. Donc derrière, si on revient à notre cas de remise en cause, donc titre non éligible, si on ne respecte pas la condition de direction, hein, alors attention au réputé acquis, hein, parce que le réputé acquis a une condition complémentaire qui est que le donataire, un des donataires, doit exercer une fonction de direction. Hein. Donc faire attention au réputé acquis. Le non-respect de l'engagement collectif, hein, c'est-à-dire que si à un moment donné, ben, on ne respectait pas les seuils de participation, hein, que l'on a vu tout à l'heure. Donc, dans ces cas-là, si on ne respecte pas les seuils de participation, s'il y a un signataire qui a cédé finalement des titres de société, dans ces cas-là, on remettrait en cause le pacte Dutreil. Hein. Faites attention à la modification de la participation détenue par la société interposée. Hein. On a dit tout à l'heure, quand on était dans un régime de société interposée, les participations entre les structures devaient rester inchangées. Ça, c'est quand même quelque chose qui est assez délicat. C'est un inconvénient en fait du Dutreil dans le cadre de sociétés interposées. Voilà, donc ça, faire très attention. Hein, les participations sont figées et pendant 6 ans. Et puis derrière, donc, si on a respecté l'engagement collectif, il faut que le donataire, dans le cadre du donation, respecte l'engagement individuel. Voilà, ça c'est très important derrière, qui respecte l'engagement individuel. Après, il y a des exceptions. Hein. Si derrière, notre donataire a reçu les titres et lui-même derrière veut les donner à des descendants, il y a un moyen de ne pas remettre en cause le dispositif Dutreil. Hein. On a profité d'une exonération, derrière on a reçu des titres, on imagine qu'on les redonne derrière à ses propres enfants, on ne remettra pas en cause l'engagement Dutreil. Il y a également dans l'article 787B la possibilité de réaliser sur les titres des sociétés qui normalement donc ne doivent pas changer de propriétaire pendant ces engagements, certaines opérations de restructuration, d'apport, de fusion dans des conditions strictes mais qui permettent de ne pas remettre en cause le dispositif Dutreil à partir du moment où les titres que l'on reçoit en échange font eux-mêmes l'objet d'un engagement de conservation. Hein, ils sont conservés donc pour les durées restantes à courir. Les titres ne sont pas complètement figés. Donc, si on ne respecte pas l'engagement collectif, on a signé un engagement collectif, mais pour l'instant, on n'a pas réalisé la donation. Pour la personne qui va sortir, finalement, qui a cédé ses titres, qui avait signé l'engagement collectif, elle ne pourra plus bénéficier du dispositif. Pour les autres associés, finalement, qui ont signé le pacte Dutreil, qui ont gardé leurs titres, hein, qui ont respecté l'engagement finalement de conservation. Si finalement les seuils de détention sont toujours atteints à travers les personnes qui sont toujours signataires, qui n'ont pas cédé leurs titres, l'engagement collectif perdure. On peut avoir besoin, pour respecter donc ces seuils de détention, on peut avoir besoin, donc les seuils de détention, on rappelle les 17% de droits financiers, 34% des droits de vote, on peut avoir finalement quelqu'un qui a cédé ses titres et qui fasse que pour les autres, on descende en dessous de ces seuils. Dans ces cas-là, on peut trouver un nouvel associé qui évidemment devra être d'accord pour adhérer à l'engagement collectif. Dans ces cas-là, on le fait adhérer à l'engagement, mais on repart pour 2 ans. Voilà. Hein, donc, je rappelle que si on a la volonté finalement de garder avec ses enfants les titres que finalement 6 ans, il faut bien anticiper les choses parce que là, on est reparti pour 2 ans. Hein. Mais on a toujours la possibilité de ne pas casser ce pacte et de faire entrer un nouvel associé qui nous permette de respecter les conditions de détention, détention des titres. Hein. Mais dans ces cas-là, puisque de toute façon, la transmission n'a pas eu lieu, on n'a pas de complément de droit de mutation à acquitter. Hein. Donc, je dirais que les conséquences sont moindres dans ces cas-là. Par contre, si on ne respecte pas les engagements collectifs de conservation, après la transmission, on est toujours donc dans l'engagement collectif, mais après la transmission, on est dans les 2 ans, on a signé un engagement collectif, on a laissé passer 6 mois, on a transmis les titres par voie de donation. Nous sommes toujours dans l'engagement collectif puisqu'il doit durer 2 ans.
Le dispositif est remis en cause dans son intégralité pour le seul donataire cédant. Hein. Donc, il y a eu la transmission et derrière, vous avez un donataire, finalement, qui est encore soumis à l'engagement collectif, qui, lui, s'est débarrassé des titres, les a cédés. Dans ces cas-là, le dispositif est remis en cause pour lui, hein, pour la réduction dont il a de droits dont il a bénéficié, lui. Hein. Et la nouveauté 2019, la remise en cause de l'exonération, elle est limitée donc au titre qu'il a cédé, parce qu'il peut très bien ne pas avoir recédé l'intégralité des titres sur lesquels portait l'engagement collectif, en cas de cession par cet héritier ou ce donataire de ces titres à un autre signataire de l'engagement collectif. Hein. Si à un moment donné, certes, il a cédé les titres, il n'a pas respecté son engagement, mais qu'il les a cédés à un autre signataire de l'engagement collectif, on remettra en cause l'exonération uniquement à hauteur des titres qu'il a cédés, hein, et pas sur la totalité du dispositif. Ensuite, pour les autres associés qui, eux, n'ont pas bougé, il n'y a pas de rupture de l'engagement, sauf si, évidemment, hein, on descendait en dessous des seuils. Si à un moment donné, la personne qui devait conserver ses titres les a elle-même transmis et que du coup, à cause de cette transmission, de cette cession, on descende en dessous des seuils, derrière, évidemment, il y a un risque pour les autres signataires de l'engagement collectif. Donc, tout dépend, en fait, quand intervient, en fait, il y a des engagements de conservation des titres et plus vous avancez dans le temps, plus les conséquences sont importantes. Et évidemment, tout dépend si la transmission a déjà eu lieu ou pas, si vous avez déjà ou pas acquitté les droits de mutation. Derrière, si on ne respecte pas l'engagement maintenant individuel, il y a remise en cause totale de l'exonération pour l'héritier, pour le seul héritier par contre ou donataire qui rompt son engagement. À partir du moment où on est dans de l'engagement individuel, je dirais que chacun pour soi. C'est-à-dire que celui qui a les titres, qui a reçu les titres par voie de donation et donc qui a l'engagement de les conserver, si derrière il ne les conserve pas, ça fait tomber le bénéfice de la réduction de droit pour lui, à hauteur de ce qu'il a reçu. Hein. Pour les autres, il n'y a pas de souci à partir du moment où les autres, imaginons qu'on est deux donataires, hein, et une donation partage à 2 enfants, si un seul des enfants revend ses titres, le régime tombe concernant la part qui lui est revenue. Pour l'autre enfant, il a gardé ses titres, derrière, il n'y a pas de souci. Hein, on est dans un engagement maintenant individuel, on ne dépend plus de l'autre. Hein. Encore une fois, dans cette phase-là, sont permises un certain nombre d'opérations sur les titres de fusion, de scission, à partir du moment où derrière, les titres mis en échange sont conservés jusqu'à l'échéance. Et dans ces cas-là, dans des cas bien particuliers, vous ne faites pas tomber le pacte du trade. Hein. Et puis, on peut imaginer aussi une donation par le donataire à ses propres descendants, avec poursuite donc par ces derniers de l'engagement individuel jusqu'à son terme. Et dans ces cas-là, on ne fait pas tomber le premier dispositif. Donc voilà. Donc, d'une façon générale, on ne touche pas au titre, mais il y a quand même aujourd'hui des opérations qui sont permises aujourd'hui sur les titres et qui ne font pas tomber le dispositif. Quelle est la sanction en cas de remise en cause si la transmission est intervenue? Il y a paiement de droits complémentaires et dans ces cas-là, sur la base de 100% de la valeur des titres transmis, hein, n'est plus valable l'abattement de 75%. Et puis, il y a un intérêt de retard, 0,2% par an, et puis un risque de pénalité de 40% en cas de manquement délibéré. Forcément, c'est pas neutre. Voilà. Le dispositif du trade est un dispositif très intéressant, j'irai en matière de transmission à titre gratuit d'entreprise. Par contre, il est très exigeant. Il y a énormément de conditions à respecter. Il faut que ça soit très encadré. Il faut que faut que le chef d'entreprise puisse vraiment échanger avec un professionnel du sujet. Et à partir de là, c'est un très bon dispositif. Il faut faire très attention et c'est quelque chose qui est évidemment regardé par l'administration fiscale. Hein, donc, d'où l'intérêt, encore une fois, du dossier préconsciencieux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas difficile quand on a mis en place un dispositif du trail. Tout projet de mouvement de titre ou d'opération de restructuration est susceptible de le remettre en cause, donc de façon totale ou partielle. C'est clair. Donc, à un moment donné, quand on sait que dans une société, ce dispositif est en place, évidemment qu'on fait très attention à chaque opération. Si le client, le chef d'entreprise, a mis en place ce dispositif et derrière veut céder des titres à un salarié, voilà, il veut l'intéresser au capital, le faire entrer au capital. Attention, hein, attention, derrière, on peut céder quelques titres et remettre en cause tout un dispositif. Donc, les questions à se poser sont celles-ci. Quels titres sont cédés ou mouvementés? Voilà. Est-ce que c'est des titres que j'ai engagés ou des titres qui ne sont pas engagés dans le Dutreil? Je rappelle qu'on n'est pas obligé d'engager 100% du capital de la société. Quel est le bénéficiaire de cette cession, de ce mouvement?
On a vu que dans certains cas, si finalement on redonne les titres derrière à ses descendants, on n'aura pas de conséquences sur le dispositif. Mais quelle est l'identité du bénéficiaire? Un tiers? Pas un tiers? Quelle est la nature de l'opération envisagée? Est-ce une cession? Est-ce une donation? Est-ce un échange de titres dans le cadre d'une opération de fusion? En fonction de l'opération, les conséquences ne seront pas les mêmes. Et quand intervient l'opération? Encore une fois, si vous êtes dans l'engagement collectif, vous avez signé un engagement collectif, mais vous n'avez pas transmis, vous n'avez pas fait de votre donation. Pourquoi pas? Mais derrière, il y aura moins de conséquences. Par contre, si vous êtes dans entre la réalisation de la transmission en fin d'engagement collectif, dans certains cas, le dispositif est remis en cause, dans d'autres non. Et ensuite, vous êtes dans, je dirais, la période d'engagement individuel et les règles sont encore différentes. Donc, pour les professionnels qui accompagnent, je dirais, les chefs d'entreprise dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, ça, c'est vraiment les questions à se poser à partir du moment où vous mouvementez les titres. De toute façon, aujourd'hui, à partir du moment où un chef d'entreprise demande à mouvementer les titres dans une société, évidemment, il faut savoir si les titres font l'objet d'un pacte du trade aussi. Il y a beaucoup de questions à se poser quand on nous mandate pour ce genre d'opérations qui peuvent parfois être complètement anodines. Je cède un titre à un salarié, 2 titres à un salarié, ou même un enfant que je fais rentrer au capital. Mais ça peut avoir d'énormes conséquences quand on a signé un pacte du trade. Hein. Alors, la loi de finances pour 2019 a facilité un certain nombre d'opérations derrière sur les titres. Hein. Alors ça, c'est surtout applicable quand on est dans des groupes de sociétés. Avant, c'est vrai qu'on avait la possibilité de mouvementer les titres qui étaient soumis aux engagements collectifs et individuels par voie d'apport. On pouvait le faire sans remettre en place le dispositif, mais dans un cas très particulier. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité aujourd'hui de restructurer après la signature d'un pacte du trade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouveauté 2019, c'est que vous pouvez très bien avoir des titres qui sont engagés dans le cadre d'un engagement collectif ou dans le cadre d'un engagement individuel et derrière les apporter en fait à une autre structure, à une société holding. Donc ça, maintenant, vous pouvez le faire, que vous soyez dans l'engagement collectif ou dans l'engagement individuel. Hein. Vous pouvez apporter les titres de la société opérationnelle, mais également le faire dans le cadre des sociétés interposées, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, les opérations d'apport sont désormais possibles dans le cadre, en cas d'existence de sociétés interposées. Après, avant, on pouvait apporter les titres et pas remettre en cause le dispositif du trade si on apportait à une holding dont l'objet était exclusivement de porter ces titres. Hein, et l'apporteur devait en être dirigeant à titre exclusif. Aujourd'hui, il suffit que finalement, vous apportez vos titres à une société holding bénéficiaire et il suffit que l'actif brut de cette société holding bénéficiaire doit être jusqu'au terme des engagements individuels et collectifs composés à plus de 50% des participations apportées. Voilà. Vous pouvez très bien donc apporter vos titres à une holding qui n'a pas pour seul objet que de gérer cette participation. Et de la même façon, la holding à laquelle vous apportez ces titres doit être détenue pour 75% au moins du capital et des droits de vote par les personnes qui ont signé les engagements collectifs, les engagements collectifs du départ ou les bénéficiaires de la transmission. Donc, c'est beaucoup plus ouvert qu'avant. Donc, la direction de la holding, elle est assurée donc par l'une quelconque des personnes qui a signé donc l'engagement collectif au départ ou bénéficiaire de la transmission. Donc, c'est vrai quand on est dans les groupes de sociétés, des groupes qui se développent, qui rachètent des filiales, qui ont besoin à un moment donné de se réorganiser, qui ont besoin de se restructurer, c'est pas parce qu'il y a un pacte du trade qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, dans des cas quand même très particuliers, en respectant des conditions donc très particulières, on peut restructurer après un pacte du trade. Même si parfois, il faut peut-être mieux restructurer et réorganiser avant de mettre en place le pacte du trade. Encore une fois, c'est pas forcément la rédaction du pacte du trade qui est compliquée, c'est finalement toute l'ingénierie en amont, en fonction finalement de l'objectif que s'est fixé le client et en fonction de la structuration de sa société ou de ses sociétés. Ça, c'est très important. Les obligations déclaratives. Alors, c'est vrai que jusqu'ici, dans le cadre quand un chef d'entreprise signait un pacte du trade, il y avait une obligation annuelle d'établir une attestation de respect des différents engagements. Tous les ans, avant le 31 mars, il fallait donc adresser une attestation à l'administration fiscale et attester qu'on avait bien rempli toutes les conditions qu'on vient de passer en revue ensemble, conditions de direction, de détention de capital, etc., etc.
Donc, ça, on a fait trembler plus d'un parce que c'était souvent oublié, même si personnellement, j'ai jamais vu de jurisprudence qui remette en cause un dispositif Dutreil uniquement sur cette base-là, c'est-à-dire l'oubli d'une attestation, de l'établissement donc de cette attestation avant le 31 mars. La loi de finances pour 2019 a supprimé cette obligation annuelle. Elle a maintenu un formalisme qui est beaucoup moins contraignant. Alors, beaucoup moins contraignant. On va voir, moi je partage pas forcément complètement cet avis, mais c'est vrai que vous n'avez plus cette pression au 31 mars de chaque année de sortir cette attestation et de l'adresser à l'administration fiscale. Mais vous avez une nouvelle obligation, ce qui est la transmission à l'administration fiscale par l'héritier ou le donataire dans un délai de 3 mois à l'issue de l'engagement individuel d'une attestation qui certifie que l'ensemble des conditions ont été respectées pendant tout le dispositif Dutreil. Donc là, on se place finalement 2 plus 4 égale 6, 6 ans après. Et dans les 3 mois de l'expiration de ce délai de 6 ans, on doit envoyer une attestation à l'administration fiscale attestant qu'on a bien respecté toutes les conditions. Alors, à noter que l'administration peut néanmoins demander cette attestation quand même à tout moment, elle se laisse cette possibilité. Donc, vous n'avez plus cette obligation annuelle, mais vous avez cette obligation qui finalement est imposée 3 mois à l'issue de l'engagement individuel. Donc, il faut s'en rappeler. Il ne faut pas l'oublier non plus parce que derrière, ça peut quand même remettre en cause le dispositif. Hein. Alors après, il y a d'autres obligations en cas de détention indirecte. Le cas de la société interposée, on a chacune des sociétés qui composent la chaîne de participation qui doit transmettre aux personnes soumises à engagement une attestation comme quoi le niveau de participation a été respecté à chaque niveau. Donc ça, c'est une nouvelle obligation. On attend des commentaires de l'administration fiscale parce que je ne trouve pas ça très, très clair dans les textes. Hein. Donc, attention, certes, vous n'êtes plus embêté avec cette attestation annuelle, mais attention aux engagements fiscaux en cours qui prendraient fin là depuis le 1er janvier 2019 parce qu'on est soumis au nouveau dispositif. Et donc, ça veut dire que vous serez obligé de produire une attestation dans les 3 mois de la fin de l'engagement individuel. Donc, vous pouvez y être soumis là si vous avez un Dutreil qui a été mis en place il y a quelques années. Hein. Et nous, moi, je trouve que la mise en œuvre est finalement plus complexe que l'ancien dispositif parce qu'avant, ça s'appliquait à date fixe. Voilà, on savait que c'était avant le 31 mars, il fallait absolument adresser cette attestation. Là, il faut faire un calcul, il faut bien l'avoir en tête, il ne faut pas l'oublier. Et moi, je préconiserais la mise en place quand même d'un contrôle à date fixe. Voilà, quitte à continuer à produire cette attestation, à la garder, ne pas l'envoyer à l'administration fiscale, mais la garder dans ce fameux dossier précontentieux, voilà, et de façon à bien s'en souvenir et à ne pas l'oublier au bout des 6 ans. Parce que je pense que là, les conséquences, enfin, c'est pas je pense, les conséquences seraient très importantes. Voilà. Alors, je vois quelques questions qui s'affichent. Peut-être que ça sera plus simple. Comme je vais laisser mes coordonnées sur la fin, que je puisse vous passer un petit coup de fil et puis répondre à vos questions. Il y en a pas mal qui s'affichent et c'est un petit peu, on va arriver un petit peu à l'issue du webinaire. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que le pacte Dutreil, c'est un outil formidable de transmission familiale d'entreprise, à condition d'avoir une bonne connaissance du dispositif et surtout d'anticiper. On peut se poser la question de la signature d'un engagement collectif préalable, puisqu'on se dit il y a le réputé acquis, il y a le post-mortem. Nous, on est plutôt pour la signature d'un engagement collectif donc préalable, puisqu'on voit que pour le réputé acquis, il y a quand même des conditions supplémentaires et que comme le post-mortem, il ne couvre pas toutes les situations et impose des conditions supplémentaires. Encore une fois, on peut signer un collectif et ne jamais l'utiliser. Le collectif, il permet d'optimiser le dispositif, hein, signature de plusieurs engagements sur les mêmes titres. J'engage plusieurs dirigeants au cas où il y a un pépin de santé. L'un d'eux ne peut plus exercer le mandat social, l'autre est dirigeant, on respecte toujours les conditions. Voilà. Et puis, l'intégration d'une personne morale parmi les signataires. Ça, c'est tout à fait possible dans le cas d'un engagement collectif. Et c'est ce qu'on disait. Donc, sachant que de toute façon, même si vous avez signé un engagement collectif, vous aurez toujours la possibilité, si il s'avère que c'est plus intéressant pour vous, derrière d'utiliser le réputé acquis, alors même que vous avez signé. Donc, préalablement, voilà un document. Voilà. Je vous propose, le temps est passé très vite, on a un petit peu dépassé les 40 minutes prévues initialement.
Je vois des questions qui s'affichent, c'est un petit peu difficile pour moi d'y répondre comme ça du tac au tac. Voici mes coordonnées téléphoniques. À ce moment-là, je vais noter les questions et de vous repasser un petit coup de fil pour y répondre. Voilà, éventuellement, donc, je vous demanderai votre adresse mail et ça me permettra, voilà, d'y répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, et j'espère ne pas avoir été trop technique. Et voilà, merci beaucoup, merci de votre patience et votre attention. Merci, au revoir.